Allez, c'est parti. Partie 13 sur Gathering Storm, la fracture de Biel-Tan, et c'est la fin de ce deuxième livre. Donc on y va. Rappelez-vous, on a eu pas mal de combats qui se sont passés dans la toile. Ahriman, bien sûr, a été pris au piège par le petit subterfuge d'Ivren qui lui a donné ce qu'il voulait le plus, à savoir faire revenir à la vie les rubriques Marines. Simplement, elle lui a montré aussi que ce que Inid pouvait prendre d'une main, ce que pouvait donner Inid d'une main pouvait le reprendre de l'autre côté. Et voilà, ça a mis bien sûr en déroute toutes les forces des Thousand Sons qui restaient là, et puis ils sont séparés en fait parce que la toile, étant donné qu'on peut imaginer ça comme une sorte de tunnel, entre les deux espaces qui se sont retrouvés coupés, c'est un vide métaphysique qui ne peut être franchi ni par l'une des factions ni l'autre, et forcément les Thousand Sons se retrouvent bloqués dans cette zone-là sans espoir en plus. Alors on imagine que sauf à un moment donné Ahriman va venir les secourir, mais sinon techniquement l'ensemble des Thousand Sons qui sont là sont pris en piège pour l'éternité, étant donné qu'ils ne peuvent pas sortir par eux-mêmes de la toile sans le soutien en tout cas d'Ahriman. Alors ce qui va se passer, c'est que les Eldar, les Inari vont rebrousser un petit peu chemin, ils vont trouver un autre moyen, étant donné qu'ils sont soutenus encore une fois par Séggorath. Alors Séggorath, le dieu moqueur des Eldar, c'est le dernier, c'est le seul dieu qui avait réussi à échapper pleinement à la destruction par Slaanesh, et il vit dans la toile justement caché, et il s'amuse, mais il s'amuse un petit peu, il s'amuse pas tant que ça en fait, c'est le dieu moqueur, il s'amuse à contrarier les plans du chaos. Le problème, c'est qu'il se sent un peu seul, et il aimerait bien avoir des compagnons de jeu, et Inid, même s'il est sinistre et qu'il incarne la mort, ce serait toujours un avantage qu'il soit bien présent pour jouer justement avec lui, à contrarier les plans de Slaanesh. Tout ce qui s'oppose à Slaanesh sera forcément très bien. Et en fait, lui et certains des Eldar commencent à imaginer la création d'un triumvirat de dieux, et qu'on ait de nouveau un panthéon divin pour les Eldar, avec Ken comme dieu destructeur qui incarne la guerre, la vengeance, la haine, et Inid qui serait et à la fois la vie, parce qu'en fait c'est une sorte de vie après la mort. D'ailleurs là en fait en termes de texte, il parle de l'après-vie plutôt que la non-vie, ou plutôt que la mort, mais c'est l'après-vie au sein d'Inid. Et puis bien sûr Séggorath comme dieu moqueur pour équilibrer un petit peu les choses entre le tempérament sanguin, on l'imagine, de Ken, et puis la froideur de Inid. Donc forcément Séggorath les aide, et grâce à eux, grâce au chagrin nocturne, donc les arlequins qui bien sûr écoutent les ricanements de Séggorath pour se guider en fait dans la toile, ils réussissent à atteindre leur destination. Leur destination, c'est Claysus. Claysus, ça doit vous dire quelque chose si vous avez déjà vu Gathering Storm le premier, parce que Claysus, c'est la lune sur laquelle on a laissé toutes les forces de l'Imperium. Donc dans les forces de l'Imperium, on avait Inquisiteur Greyfax, voilà, petit personnage, mais surtout Sainte Célestine et Belisarius Cawl et le reliquaire. Donc toutes ces choses-là, quand on avait terminé le premier Gathering Storm, ça se passait justement sur Claysus. Et la situation telle qu'elle est, c'est que Claysus c'est un monde enneigé. Alors c'est un monde, pour faire un petit peu d'histoire, qui avait été utilisé par l'Imperium à un moment donné, et puis au final qui avait été complètement délaissé parce qu'il avait été jugé trop loin, pas assez de matières premières, difficile à exploiter, donc on l'avait laissé de côté. Le fait est que il avait eu un rôle assez présent à l'époque de la dominance des Eldar. Pourquoi ? Parce que sur un endroit qui s'appelle la crête des... j'ai oublié. Peu importe, des harpies, je crois, un truc comme ça. Il y a un portail Warp, et ce portail... c'est un portail sur la toile. Ce portail sur la toile, il permet de relier toute une partie de ce qui s'appelle maintenant Ultramar. Donc toute cette zone de Ultramar, je rappelle, c'est pas une planète, c'est un territoire, c'est un morceau de Segmentum. Et cette zone-là, en fait, qui avant dans l'Empire Eldar était utilisée par les Eldar, parce qu'il y a beaucoup de mondes assez joyeux dessus, c'est-à-dire que c'est des mondes qui sont très propices à la vie, qui ont beaucoup de biodiversité encore, et qui sont les plus beaux mondes, dit-on,
maison de l'Empire de l'Humanité actuellement encore, donc le domaine d'Ultramar, et puis une autre partie, et en fait justement Clésius remplissait le rôle d'une sorte de gare routière, où on avait ce nœud dans la toile qui permettait justement, peut-être je sais pas, de faire transiter des choses. Alors c'est un peu dur d'imaginer est-ce qu'il y a vraiment besoin d'un maillage comme ça dans la toile? Bon, on sait pas comment ça fonctionne, mais bon, en tout cas, voilà. En tout cas, Clésius, c'était le point de fin du dernier Gathering Storm. Là, on est sur la fin et c'est de nouveau sur Clésius que ça va se passer. Alors, on avait laissé l'Imperium en lutte contre Abaddon et la Black Legion. Ils étaient en train d'essayer de s'enfuir, guidés par une vision célestine, sans vraiment savoir ce qu'ils cherchaient dans les montagnes. Et derrière, Abaddon les poursuivait pour essayer de tuer bien sûr la Sainte Vivante, de récupérer le reliquaire de Belisarius Cawl. Et puis pour Greyfax, je crois qu'il s'en fout complètement. Mais en tout cas, toute trace d'Imperium doit être normalement éliminée par la Black Legion. Et ils sont sur le point d'y arriver. C'est le moment où justement la trame de la réalité se délite, mais pour aller vers la toile. Et en fait, les impériaux, avec incrédulité, en fait, voient qu'il y a énormément d'Eldar qui sortent des rochers, des zones autour d'eux, en fait, parce qu'ils s'étaient pas vraiment rendu compte qu'ils étaient à côté de ce qu'ils cherchaient. Et ce qui amuse un petit peu les Eldari, c'est que alors que l'Imperium justement cherchait cette zone-là sans trop le savoir, et bien en fait ils étaient arrivés au point où voilà, ils étaient justement en train d'être à côté de ce qu'ils cherchaient. Donc évidemment, par surprise, les Eldar attaquent les forces de la Black Legion. Alors, ce qui est à noter, c'est que il y a un petit passage. Alors, si je vous le dire quand même, parce que c'était amusant avant qu'on rentre dans le combat. C'est que alors qu'ils sont en train d'avancer dans la toile, eh bien, les Eldar réfléchissent justement, et puis comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pensent à un panthéon, un nouveau panthéon de leur dieu. Et puis, il y a des petites blagues. Il y a une petite blague qui est faite par une Spirit Seer qui dit tiens, si on a justement ce triumvirat masculin avec voilà. Enid, on peut pas vraiment dire qu'il est masculin, mais bon, en tout cas, voilà, l'idée est là. Elle dit, bah tiens, il faudra aussi le trio féminin. Et elle dit, peut-être qu'on pourrait imaginer Iana comme la Vierge, qui représenterait la Vierge du Panthéon. Peut-être qu'on aurait Ivraine comme la mère. Et puis après, elle cherche une harpie. Elle dit, et peut-être qu'on pourrait imaginer Dame Lilith Esperax comme la vieille harpie et la vieille mégère. Et en fait, elle se met à rigoler de ça. Et en fait, on a justement une présence du Crucible, c'est-à-dire vraiment une Drukhari qui est bien sûr présente encore là, et qui le regarde et lui lance un regard noir, et du coup, hop, ce qui coupe un peu court à la blague. Mais voilà, il y a quand même cette notion que les Eldar, en fait, sont dans une atmosphère un peu plus détendue et un peu plus ouverte, un peu moins conservatrice peut-être que ce qu'on a toujours vécu en fait avec un Eldar qui fait une blague. Je n'avais jamais vu ça. Non, enfin, ça a l'air anodin comme ça. Mais un Eldar qui fait une blague, ça a l'air complètement anodin, mais c'est la première fois dans tout l'univers de Warhammer 40 000 où j'ai vu ça. Et voilà. Donc après, bien sûr, on rappelle que voilà, on rigole pas avec Lilith Esperax. Et ce qui est assez amusant, en fait, c'est que juste après, on a aussi un passage où on nous dit que de la toile sortent justement des combattants en fait qui sont des combattants de Lilith Esperax et qui viennent joindre leurs forces, c'est le culte de la discorde, et qui viennent joindre leurs forces aux forces d'Ultwé. Alors pourquoi Ultwé plus que les autres présentement, mais bon, en tout cas voilà, ils vont aller plus vers Eldrad Ultran. Et en fait, ce qu'on nous dit, c'est que Lilith Esperax, eh bien, comme elle a vu en fait le pouvoir d'Ivraine, elle se dit que ça peut être en effet une bonne solution pour l'ensemble du peuple Eldar. Et comme elle a envie, bien sûr, d'aider à ce que cela s'accomplisse, eh bien, elle donne en fait des forces, des renforts à Ivraine. Alors après, Ivraine, bien sûr, n'est pas aussi crédule, et en fait, elle sait que sans doute les aspirations de Lilith Esperax, c'est de rentrer dans une sorte de cycle d'éternité dans lequel elle n'aurait plus besoin de se gaver d'âme, en fait, pour conserver en fait sa beauté et sa jeunesse, et qu'elle pourrait rester dans une éternité d'admiration, ou bien sûr, enfin, on
l'admirerait elle pour l'éternité, sa beauté ne fanerait jamais, et ainsi de suite. Donc c'est sans doute un peu sa motivation. Maintenant, Yvraine, étant donné qu'elle a perdu, on nous dit à peu près la moitié des forces combattantes avec l'attaque des Thousand Sons, et bien sûr elle accueille à bras ouverts les forces Drukhari, enfin Eldar Noir pardon à l'époque encore, Eldar Noir qui viennent justement en renfort. Donc dès qu'ils sortent de la toile, eh bien, ils se confrontent à la Black Legion. Alors la Black Legion, elle envoie énormément de vagues d'assaut sur les Impériaux. Les Impériaux, on voit que c'est un charnier énorme parce qu'au fur et à mesure de leur retraite, eh bien, il y a énormément de corps qui se trouvent encore en train de saigner, Alors, ils sont pas tous morts, mais on voit en fait des Impériaux en train de ramper pour essayer d'échapper à la Black Legion. Ils se font marcher dessus. Il y a les tanks de la Black Legion qui avancent et ainsi de suite. Mais pour l'instant, eh bien, ils n'ont pas brisé en fait cette dernière poche de résistance de l'Imperium, et on voit que tous les Impériaux, quels qu'ils soient, l'Astra Militarum, les Black Templars, donnent leur vie pour défendre une chose, la chose la plus importante, celle qui est mise au-dessus de la vie de tous, c'est le reliquaire de Belisarius Cawl. Et en fait, même Sainte Célestine, sans savoir, on nous dit qu'elle n'a pas besoin de savoir ce qu'il y a à l'intérieur, mais qu'elle sait qu'elle doit donner sa vie s'il le faut pour ce reliquaire, que c'est la chose la plus importante à défendre et qu'il faut absolument que l'ensemble des humains présents eh bien, défendent ce reliquaire, quoi qu'il en coûte. Et les Eldar, quand ils arrivent, eh bien, très vite, ils analysent toute la situation en fait. Donc on nous dit les Eldar sont très forts malgré le blizzard, etc. Ils arrivent en un clin d'œil à comprendre ce qui se passe, donc ils voient en fait les différentes choses. Ils voient Sainte Célestine qui attire bien sûr l'attention, hein, un humain avec des ailes, c'est pas commun, c'est pas commun. Surtout qu'ils doivent sentir en fait sa présence psychique, j'imagine. Ensuite, on a l'inquisiteur Greyfax, donc elle, je pense que c'est vraiment le petit faire-valoir, elle est là, ils l'ont regardé, on l'a remarqué, histoire de dire qu'il y a une figurine, mais voilà, son rôle, il va s'arrêter un peu là. Et puis, par contre, bien sûr, on voit Belisarius Cawl, le Dominus, qui essaie de protéger Tambiak Mal, et encore une fois, le reliquaire. Alors dans la contre-attaque des Eldar, eh bien, ceux qui ne sont pas présents, ce sont les Seigneurs Phénix. Les Seigneurs Phénix, en fait, une fois que la bataille a été finie, en fait, ont disparu dans la toile, on ne sait pas où ils sont allés, et l'Incarne aussi n'est là vraiment que pour le combat, alors qu'avant, on se rappelle que quand ils avaient voyagé pour aller vers le vaisseau Mondultué, eh bien, c'était l'Incarne qui les guidait, mais là maintenant, en fait, l'Incarne, eh bien, a disparu, donc il n'est pas présent pour ce combat-là. On a bien sûr, par contre, le Visarque qui est en train de se battre, Yvraine aussi, évidemment, toujours à la pointe des combats. Et Abaddon, en fait, quand il les voit arriver, il reste assez incrédule, mais bien sûr, sa volonté étant énorme, il se dit, je dois absolument les détruire, et il envoie vague après vague, vague d'assaut après vague d'assaut, mais force est de constater que même lui n'arrive pas à briser la défense des Eldar. Et les Eldar, de par leur alliance, parce que je vous rappelle, on a des vaisseaux mondes, enfin des Eldar des vaisseaux mondes, on a des constructs de moelle spectrale, on a des arlequins, on a des combattants Eldar noirs, on doit avoir encore quelques corsaires, j'imagine. Enfin, toute cette alliance-là, elle empêche vraiment la force de la Black Legion, qui, on va dire, a déjà été usée par la poursuite des forces de l'Imperium, mais ils n'arrivent pas à franchir le pas. Alors, on est passé à côté d'un combat entre, par exemple, Abaddon et puis un personnage assez important, je ne sais pas qui on a pu mettre en face, mais en tout cas, Abaddon, simplement, après sa troisième vague, étant donné qu'il perd à chaque fois de plus en plus de force, puisque tout ce qu'il envoie est détruit, eh bien, il va battre en retraite. Et c'est... Alors, c'est... Comment dire ? En fait... Rendez-vous compte, Abaddon sur le champ de bataille, c'est pas Monsieur Tout-le-Monde. C'est pas rien en fait. Et là, simplement, face à une force d'Eldar qui défend l'Imperium, eh bien voilà, la Black Legion dans son ensemble, dans tout ce qui reste sur la ligne de Clesius, va abandonner le combat parce que les pertes sont trop grandes. Et je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez ? Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je reste un peu dubitatif sur ce qui se passe à ce moment-là, mais en tout cas, le fait est que Abaddon fait le repli, il se désengage et laisse comme ça l'Imperium avec Sainte Célestine, les Black Templars encore présents, le reliquaire, Belisarius Cawl et puis Greyfax en vie, tout simplement. Donc,
S'ensuit un moment un petit peu évidemment tendu parce que une fois que alors les impériaux ils ont bien compris que les Eldar étaient là pour les aider ou en tout cas pour attaquer la Black Legion parce qu'ils n'ont pas attaqué l'humanité, et quand ils réfléchissent un peu ils se rendent compte aussi que si le but des Eldar c'était de détruire les forces de l'Imperium, et bien ils avaient juste à ne pas intervenir, étant donné qu'ils savent tous que ils n'auraient pas pu survivre en fait aux vagues de la Black Legion et qu'Abaddon aurait triomphé sans doute de Sainte Célestine, de Belisarius Cawl, etc. Donc les Eldar les ont sauvés. Maintenant, les Eldar ne sont pas partis et les Eldar commencent à pourparler. Et c'est quelque chose aussi qui est très peu visible à cette époque-là. Et vous vous rappelez, je ne sais plus dans quel chapitre avant, je vous lisais un passage où on nous disait que même quand les Eldar, on parlait d'Ultué, même quand Ultué en fait portait assistance à l'Imperium, il n'y avait jamais de discussion, jamais de pourparler, et que c'était au pire, enfin au mieux plutôt, du dédain et avec simplement du mépris envers les humains, alors que là, ils sont venus et ils sont prêts à discuter. Malgré tout, eh bien, on voit que tous se méfient un peu. Alors évidemment, Greyfax, on va pas dire que c'est la plus diplomate, donc elle commence à demander en fait à ceux qui restent encore à l'Astra Militarum, préparez-vous, mettez-les en joue, etc. Donc les gardes impériaux commencent à épauler en fait leurs fusils et à les orienter vers les Eldar. On a les Black Templars. Alors les Black Templars, eux, ils sont partagés entre l'action ou l'inaction. Que doivent-ils faire? Est-ce qu'ils doivent intervenir ou pas? Est-ce qu'ils ont la force de lutter contre les Eldar qui viennent de battre la Black Legion? Est-ce qu'on peut se permettre de laisser le moindre Xéno en vie, le moindre sorcier en vie, même si on sait qu'on va y laisser la vie? Et donc en fait ils se regardent tous, et en fait ce qui est assez amusant c'est qu'ils ont l'air de se lancer des regards se mettant au défi les uns les autres d'intervenir et d'agir. Donc pour l'instant personne ne bouge. Et puis du côté des Eldar, eh bien, on a aussi, alors bien sûr, les Eldar noirs qui, eux, restent assez agressifs, en fait. Ils sont dans des postures agressives. Eux aussi, en fait, pointent les armes vers l'Imperium. Et le personnage qui va aller en avant, c'est l'Autarque Milléniel. Lui, il avance et en fait, il range en fait toutes ses armes. Et donc, il arrive désarmé et il s'avance vers Sainte Célestine. Sainte Célestine descend, voilà. Et puis, elle aussi, en fait, en guise d'apaisement, eh bien, elle va en fait nettoyer le sang qu'il y a sur son arme et ranger en fait son arme et demander à ses sœurs Germinae de rester derrière elle avec les gardes impériaux. Donc, alors qu'elle avance, elle entend derrière aussi que du côté de Belisarius, ça se prépare aussi. Donc, il envoie quelques codes binaires et puis on a tous les snipers encore présents des Sicarii qui sont en train de pointer les différents personnages Eldar. On a Eldral Ultran aussi qui attend, qui tient son sceptre évidemment. Donc on sent qu'il y a quelque chose d'extrêmement tendu. Et en fait, chaque petit mouvement, comme par exemple le Visarque qui pose aussi sa main sur le pommeau de son arme, les frères Black Templar qui commencent à vérifier, recharger leur bolter, etc. Eh bien, ça contribue à faire une réaction en chaîne où, à un moment donné, on est à un croisement de l'histoire et où tout peut partir avec la moindre étincelle. Et c'est le moment où justement l'Autarque Milléniel avance, et je vais vous lire en fait le texte parce que c'est quand même assez sympathique et que c'est la meilleure façon de le retranscrire. Donc l'Autarque se dit de toute façon, aux yeux des humains, les prophètes c'était des manipulateurs, des menteurs, les drucaristes et le mal incarné. Alors il se dit que peut-être un guerrier, parce que l'Autarque c'est la représentation des différents exarques, donc la perfection martiale, va peut-être plus parler à une race aussi guerrière que l'humanité. Donc il dit, je sais que vous nous haïssez, dit le commandant de Bieltan au chef humain. Vous avez de bonnes raisons, mais de même que nos millions de mondes ont leur propre culture, nous aussi sommes un peuple divisé. Vous avez sous les yeux la portion qui permettra aux humains et aux Eldar de réchapper à la fin. Je ne vois que des pans pomponnés et des monstres dépravés, dit Greyfax. Sainte Célestine, bien sûr, lui jeta un regard réprobateur, mais trop tard, l'affirmation était lancée. Donc Milléniel regardait en effet, on parle bien sûr des Drukhari, parce que les Eldar noirs représentent le pire de ce qu'on peut imaginer en termes de culture, torture, massacre, évidemment. Donc comme les impériaux voient que les Eldar noirs sont là, c'est pas forcément avec eux qu'on a envie de négocier. D'ailleurs, je crois pas qu'il y ait jamais eu vraiment de négociation entre les Eldar noirs et l'Imperium. Donc Millennium regarde les étranges acolytes d'Inid avant de faire face à Greyfax. C'est ce que je croyais, moi aussi au début. Plus que les autres, mon peuple a des raisons de craindre l'inconnu, mais ces visionnaires sont des agents du destin et de l'espoir. Votre sainte et moi avons les mêmes buts, intervient Yvraine.
et sa voix était calme et assurée, même s'il lui échappe encore en partie. Toujours un petit peu de prestance sur les Eldar, évidemment. Nous espérons que vous irez jusqu'au bout de votre pèlerinage, approuva Méliniel. Vous autres Eldar tordez le destin, dit Greyfax, et toujours en faveur de vos intérêts égoïstes. Elle a pas tort. Peut-être, acquiesça Méliniel, mais il n'y a qu'un seul fil qui mène au salut, et il est très mince. Nos ennemis communs gagnent en pouvoir pendant que nous parlons. Levez les yeux. Alors bien sûr, aucun membre de l'Imperium ne détache son regard des Eldar. Je sais bien, dit Célestine, la faille warp est une blessure infectée. Nous devons l'empêcher de s'envenimer davantage. Assez de vos énigmes et de vos platitudes, dit Greyfax, la lèvre supérieure retroussée. Pourquoi êtes-vous là, Xenos ? Parce que votre souhait d'éviter la fin de toute chose l'emporte sur votre haine illusoire, dit Méliniel. Ceci est un carrefour du destin. Nous croyons qu'ici, en jetant une pierre dans la neige, nous déclencherons une avalanche qui éteindra le feu du chaos. Beaucoup d'espoir. Les dieux sombres se lèvent, dit Yvraine d'un air sombre. Nous devons nous élever plus haut pour mieux les renverser. Cette chose est l'espoir, dit-elle en montrant le convoyeur que Belisarius Cawl avait. Son propriétaire sera un grand symbole pour votre peuple. Il s'opposera aux puissances de la ruine et repoussera les ténèbres. Le Vizarque fit un pas en avant pour se tenir juste à côté d'Yvraine. Et il ne sera pas seul dans ce combat. Vous avez gagné 1 heure, dit Greyfax. Convainquez-nous ou mourrez. Bon, elle fait bien la maline, mais je pense qu'elle aurait de grandes difficultés justement à mettre sa menace à exécution. En tout cas, voilà, on est vraiment sur un point extrêmement important où on a cette négociation justement entre les Eldar, entre l'Imperium. Alors, on pouvait imaginer plus simple quand même, parce que vraiment du côté de l'Imperium, on a une force déjà qui est très hétéroclite avec du Mechanicus qui repose vraiment sur la logique. Alors peut-être que ça peut, les arguments en fait purement logiques peuvent les convaincre. Par contre, à côté de ça, pour les Space Marines, on a les Black Templars. Les Black Templars, eux, ça va être compliqué de les convaincre. On a en plus l'inquisitrice Greyfax, elle, c'est peut-être même encore pire que les Black Templars. Après, on a l'Astra Militarum, on a Sainte Célestine. Alors heureusement, Sainte Célestine, elle a cette force en fait de parler un peu, alors pour ceux qui croient en elle, avec la parole de l'empereur. Donc ça va aider forcément à contrebalancer les choses. Ce qui se passe aussi tout simplement, c'est que Sainte Célestine a cette vision, elle sait qu'elle doit protéger le reliquaire, elle sait qu'elle doit l'emmener sur Macrage. Et c'est une coïncidence incroyable, qui ne peut pas être une coïncidence, que les forces des Eldar viennent de surgir pour les sauver de la Black Légion en voulant aussi sauver le reliquaire et se rendre sur Macrage. Et comme elle a une foi complète dans ses visions, parce qu'elles sont données directement par l'empereur, elle sait que si l'empereur l'a fait venir ici, l'a réveillé pour ce combat, pour être à cet endroit précisément, c'est parce qu'il souhaite absolument que ce reliquaire aille à son objectif, et que si les Eldar justement sont là, eh bien ils sont une aide qui sera bienvenue, parce que ils savent qu'ils n'ont plus de vaisseaux spatiaux, ils n'ont plus de moyens de s'échapper, et que le seul moyen de s'échapper, c'est justement par la toile, et impossible pour les humains de l'Imperium de se mouvoir dans la toile. Enfin, c'est-à-dire qu'ils peuvent se déplacer, mais ils sont voués à disparaître, à se faire aspirer par les horreurs qui sont dans la toile, les portions qui ne sont plus fonctionnelles, et les seuls qui peuvent les aider justement à avancer vers leur objectif, ce sont les Eldar qui sont en face, qui eux peuvent utiliser encore la toile. Donc, eh bien voilà, ils sont forcés d'accepter, en se disant, et puis Greyfax se dit, bon, de toute façon, on a besoin d'eux pour avancer, mais peu importe leurs actes, il sera toujours temps de les tuer une fois qu'on sera arrivé de l'autre côté et qu'on sera arrivé à Macrage. Et puis, on peut raisonnablement penser aussi qu'une fois qu'ils arriveront au cœur du royaume d'Ultramar, qui est un des domaines les mieux défendus de l'Imperium, avec les forces les plus prédominantes, avec tout le chapitre des Ultramarines, voilà, il y a peu de chances que les forces Eldar puissent justement survivre à cette contre-attaque en tout cas. Donc une fois que l'accord est conclu, voilà, donc on a les Impériaux qui se préparent à partir, et en fait ce qui se passe, c'est que quand ils franchissent le portail dans la toile, eh bien ils s'aperçoivent qu'il y a énormément de forces Eldar qui sont en train d'attendre à l'extérieur de la toile, enfin à l'extérieur du portail, ce qui fait que toutes les forces qu'ils pensaient être présentes sur Clessus en fait n'étaient qu'une sorte d'avant-garde, et qu'ils ont bien fait de ne pas attaquer les Eldar, parce que sans doute ce qui se serait passé, c'est que dès qu'ils auraient attaqué les Eldar, eh bien les forces qui attendaient de l'autre côté, eh bien seraient venues, et puis bon, déjà que là c'était compliqué avec toutes les forces qui attendaient de l'autre côté, c'était clair et net, il n'y avait pas match, voilà. Donc
Voilà, c'est comme ça que se termine la fracture de Bieltan de Gathering Storm avec, eh bien tout simplement, on rejoint en fait les chemins entre les deux croisades, la croisade de Belisarius Cawl et de Sainte-Célestine avec la croisade d'Ivraine. Les deux ont maintenant un but commun. Ce but, c'est d'amener le reliquaire sur la planète de Macredge. Voilà, je sais pas s'il y en a parmi vous qui ne savent pas ce que ça va donner. Je pense que voilà, comme c'est voilà, une œuvre qui a une bonne dizaine d'années, sans doute que maintenant voilà tout le monde sait, mais en tout cas si vous ne le savez pas, c'était quand même quelque chose d'assez impressionnant. Alors là après il y a quand même beaucoup d'indices pour se dire ok, je pense que je comprends un peu ce qui se passe, mais voilà, on en reste là pour la fracture de Bieltan. J'espère que vous avez passé un excellent moment. Le prochain ce sera voilà, si je dis le nom du bouquin en même temps ça vous le savez déjà, mais allez, je vais quand même préserver les 3 personnes pour pas les spoiler. Donc bientôt le Gathering Storm tome 3 qui sera le dernier tome, donc c'est pareil, je vous ferai toute une série de vidéos et puis je pense qu'une fois que j'aurai fini toutes ces vidéos, sans doute j'essaierai de trouver du temps pour faire une compile ultime avec l'ensemble de Gathering Storm en coupant le début, la fin des vidéos. Donc vous m'en voudrez pas, sans doute que ce sera, voilà, ça sera un petit peu compliqué, mais je pense que j'arriverai à faire quelque chose, voilà. Et puis j'espère que tout simplement vous passerez un beau moment aussi sur la suite et j'espère que vous avez aussi apprécié cela parce que vraiment, normalement, maintenant que vous avez vu Gathering Storm, vous vous dites, voilà, ça c'est mon standard de qualité. Je l'ai dit plein de fois, mais là maintenant, vous avez les mêmes connaissances que moi sur Gathering Storm, sur la fracture de Bieltan. Donc, vous vous rendez compte qu'on est quand même bien au-dessus de ce qu'on nous a servi dans, par exemple, Psychic Awakening ou les suppléments de croisade. Vous voyez ce que je veux dire. Et ça, c'est des choses que moi, j'aimerais vraiment retrouver. C'était pas mal. Avec quand on a eu Vashtor, le retour de Vashtor, le retour évidemment des déchus, hein, tout ça c'est des vidéos aussi que vous pouvez trouver sur la chaîne, mais bon voilà. Je m'arrête là. Merci à vous tous en tout cas de m'avoir suivi. Si tout ça, ça a été un très bon moment pour vous, que vous avez apprécié de pouvoir avoir Gathering Storm sans être obligé de l'acheter en commerce parce que ça coûte maintenant très très cher puisque c'est plus dans le commerce et que c'est sur internet simplement, eh bien n'hésitez pas, n'oubliez pas le guide, un petit coup de Tipeee pour dire merci si vous avez envie. Moi ça m'aide, ça me soutient, c'est comme ça que je gagne ma vie tout simplement. Donc n'hésitez pas. Voilà. Merci à vous et à bientôt. Salut, bye.